Oui, on investit dans les éoliennes parce que c'est rentable économiquement. Oui, on investit dans les éoliennes parce que c'est un outil de souveraineté énergétique pour qu'on dépende de l'énergie française et non plus du gaz russe comme le veut Jean-Luc Mélenchon ou du gaz de schiste américain comme le veut Jordan Bardella. Enfin, c'est pas ça notre projet, très clairement. Nous, notre projet, c'est qu'on soit capable de produire en France et en Europe l'énergie dont on a besoin en France et en Europe, et les éoliennes, c'est un des éléments de la solution. Bonjour et bienvenue dans ce journal de bord du mois de janvier 2026. Janvier, ça a été une période hyper chargée, surtout d'un point de vue géopolitique, et du coup aussi au Parlement européen. Aujourd'hui, je vais vous raconter les coulisses d'une affaire concernant Sarah Knafo. On parlera aussi de la fin du gaz russe et de la dépendance au gaz naturel liquéfié américain. Et enfin, je répondrai à une des questions qui m'a été posée sur les éoliennes. Bienvenue dans ce journal de bord. Vous en avez peut-être entendu parler, la femme politique d'extrême droite, Sarah Knafo, fait campagne pour la mairie de Paris et elle a cherché à utiliser son rôle au sein du Parlement européen pour faire campagne. Ça fait des mois que Sarah Knafo dit travailler sur un rapport qu'elle s'est auto-approprié comme étant un rapport sur la souveraineté technologique. Du coup, je voulais un peu vous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé au cours des derniers mois. Sarah Knafo, elle a été élue députée européenne de par sa proximité avec Éric Zemmour. Elle a été élue sur une liste portée par Marion Maréchal Le Pen qui a trahi Éric Zemmour juste après avoir été élue députée européenne. Du coup, Sarah Knafo, Parlement européen, elle était toute seule, dans aucun groupe politique, avec aucun allié. Et elle s'est retrouvée, du coup, elle a choisi d'aller dans un groupe d'extrême droite qui est tellement à l'extrême droite que les autres gens d'extrême droite, ils en veulent pas. Ce groupe-là, il est constitué avant tout de gens de l'extrême droite allemande de l'AfD, des gens qui clairement font des affiches où ils font en sorte que les gens lèvent le bras droit de manière à ce que ça ressemble bien à un salut nazi. C'est cette extrême droite en Allemagne qui est pro-russe, pro-Poutine, c'est même pas anti-migrants, c'est anti-personnes pas blanches, très clairement. Et donc c'est avec ça avec eux que Sarah Knafo siège. Et avec la complaisance de la droite européenne, ce groupe d'extrême droite, il a réussi à prendre un rapport d'initiative du Parlement européen. Un rapport d'initiative, c'est quoi? C'est un texte où le Parlement européen dit ma position, c'est ça. Le groupe d'extrême droite où siège Sarah Knafo a du coup réussi à obtenir ce rapport, et c'est Sarah Knafo qui a écrit la première version de ce rapport. Cette première version de ce rapport, on l'a prise, on l'a mis à la poubelle. Et on a écrit un rapport complètement nouveau. Ce rapport-là, quand je dis on l'a écrit, ce sont les forces démocratiques européennes, les sociodémocrates, les écologistes, les libéraux-démocrates, donc les centristes, et les chrétiens-démocrates. Ce rapport du coup que nous avons complètement réécrit, nous l'avons adopté au mois de janvier au Parlement européen. Donc normalement, quand des choses comme ça se passent, et ça arrive souvent quand l'extrême droite réussit à obtenir un dossier, normalement le rapporteur, c'est-à-dire le député européen qui porte ce dossier, retire son nom du texte. Là, Sarah Knafo, pour des raisons purement politiciennes et de pure communication sur les réseaux sociaux, a choisi de maintenir son nom sur ce rapport. Et donc ça donnait depuis des mois des situations un peu bizarres. Par exemple, dans la commission ITRE, Industrie, Technologie, Recherche, Énergie, où je siège, c'est aussi la commission qui était en charge de ce dossier, c'est aussi là où Sarah Knafo siège quand elle décide de venir, ce qui n'est plus trop le cas maintenant pour être tout à fait honnête. Et dans cette commission parlementaire-là, le rapport de Sarah Knafo, on l'a mis à la poubelle, et à la place, on a adopté ce qu'on appelle des amendements de compromis, donc en fait c'est une réécriture complète du texte. Cette réécriture complète du texte, Sarah Knafo, elle a voté contre ça. Et pourtant, elle continue à faire croire que son rapport a été adopté au Parlement européen. Et donc je voulais juste rétablir la vérité, son rapport n'a pas été adopté au Parlement européen. Ce qui a été adopté au Parlement européen, c'est un rapport qui a été écrit par les forces démocratiques européennes, et Sarah Knafo, elle a d'abord voté contre le contenu de ces amendements de compromis, avant ensuite de voter pour, et ça c'est assez surprenant, mais globalement c'est juste pour pouvoir faire campagne électorale, c'est juste pour s'appuyer sur ça, pour sa campagne électorale qu'elle mène actuellement à Paris, où elle va utiliser de la désinformation, des images générées par intelligence artificielle, juste pour pouvoir faire du buzz et faire de la politique en France comme Donald Trump le fait aux États-Unis. Et donc s'il y a une leçon à retenir de cette question autour de Sarah Knafo, c'est le rapport des politiques à la vérité. Sarah Knafo, comme beaucoup de décideurs politiques à l'extrême droite, comme Donald Trump, non, rien à faire de la vérité. Ils sont juste dans une logique de pure communication et de mensonge permanent. Du coup, ça me semble important de prendre le moment, comme on le fait dans le cadre de ces vidéos, pour vous dire comment ça se passe en vrai, et de rétablir quelques éléments factuels, puisque moi ça me semble fondamental que
on essaye en tout cas de comprendre ce qui se passe réellement les choses, on essaye de s'approcher le plus possible de la vérité, un peu comme les scientifiques le font. Il faut aussi que nous, hommes politiques, mais aussi nous, citoyens, on soit capable de faire cet effort-là. Parce que si la vérité n'existe plus, si on rentre dans le mensonge permanent, ceux qui vont gagner à la fin, c'est ceux qui sont capables de dire les plus gros mensonges et surtout, qui sont capables de diffuser ces mensonges de la manière la plus vaste. Et ces gens-là, c'est pas les ouvriers de Blainville-sur-Orne. Ces gens-là, c'est pas les boulangers d'Éperon. Ces gens-là, c'est pas les gens qui bossent, c'est pas le peuple de France. C'est quelques milliardaires, Elon Musk aux États-Unis et d'autres, qui vont utiliser leur plateforme pour pouvoir nous désinformer et pousser du coup leurs alliés politiques, puisque Sarah Knafo est une alliée politique d'Elon Musk, elle-même le reconnaît. Alors maintenant, on passe au deuxième sujet. Je vous ai parlé beaucoup pendant l'année 2025 de cette victoire, le fait qu'on ait enfin réussi à adopter un texte pour ne plus acheter de gaz russe. Lorsqu'il y a eu un vote au Parlement européen sur ça, les membres du Rassemblement national ont voté contre, bien évidemment. Jordan Bardella, comme Marine Le Pen, sont des amis de Vladimir Poutine et ils ne veulent pas qu'on arrête de financer la guerre de Poutine, puisque si nous, Européens, on arrête de financer Poutine, Poutine il aura moins d'argent pour financer et soutenir le Rassemblement national comme il le fait depuis plus de 10 ans. Au moment de ce vote, moi aussi je ne savais pas comment allaient voter les eurodéputés de la France Insoumise. J'espérais qu'ils allaient voter avec les forces démocratiques européennes de manière à pouvoir arrêter d'acheter du gaz russe. Le groupe de la France Insoumise s'est divisé, mais les députés européens de la France Insoumise qui ont pris part au vote, ils ont eux aussi voté pour arrêter d'acheter du gaz russe. Et globalement, je pensais que on allait passer à autre chose. Et il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon a décidé de prendre la parole, de tenir un discours pro-Poutine et pro-russe, et de dire qu'il faut rouvrir Nord Stream, c'est-à-dire le principal gazoduc qui relie l'Allemagne à la Russie. Clairement, il y a deux positions au sein de la France Insoumise. Il y a la position des députés européens, position que je partage en l'occurrence sur ce sujet précis, et la position de Jean-Luc Mélenchon qui, sur ce sujet-là, a choisi d'avoir exactement la même position que les autres pro-russes du système politique français. Jordan Bardella, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Sarah Knafo, tous ces gens-là, qui sont évidemment pro-russes et qui du coup s'opposent à l'action qu'on essaie de mener pour mettre fin aux importations de gaz, mais aussi de pétrole russe. Là-dessus, il faut être très clair. Toutes les personnes en Europe qui veulent acheter du gaz russe sont des alliés de Vladimir Poutine. Il n'y a pas d'autre explication. Honnêtement, moi, un des éléments qui m'a surpris dans la position de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est clairement en train de dire qu'on va continuer à acheter du gaz russe pendant très longtemps. Dans son discours, c'est pas de dire on rouvre du gaz russe pendant 2 ans, c'est vraiment une logique de long terme. Et ça, au-delà du fait que c'est une trahison de l'Ukraine, de la révolution démocratique qui a eu lieu en Ukraine en 2014, au-delà du fait que c'est une trahison de tout le reste de l'Europe qui a bien compris la menace que fait peser la Russie sur nos démocraties, c'est aussi une trahison de la transition écologique. Puisque si jamais vous voulez continuer à acheter du gaz russe, il faut arrêter avec l'écologie. Il faut arrêter de rénover des bâtiments, il faut arrêter de faire la sobriété énergétique, il faut arrêter de déployer des énergies renouvelables. Et là, il y a une contradiction très très claire dans le discours de Jean-Luc Mélenchon. Et comme souvent malheureusement, il est tellement fasciné par ces espèces de vision de relations internationales, de grande puissance. Il a malheureusement acheté la propagande russe sur ce sujet-là, en tout cas, que du coup, il a fait un choix politique qui est tellement pro-russe qu'il en revient même à piétiner le propre programme écologique qui est pourtant porté par la France Insoumise. Donc, au moins, heureusement, au Parlement européen, on a réussi à avoir cette majorité contre Vladimir Poutine. On a fait le choix d'arrêter d'acheter du gaz russe, et ça, c'est la loi européenne qui est en train d'être mise en œuvre, et donc du coup on peut tourner cette page-là. La question c'est qu'est-ce qu'on fait, puisque arrêter d'acheter du gaz russe c'est une chose, c'est important, c'est vital, c'est nécessaire, mais c'est absolument pas suffisant. Ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est aussi une augmentation de la dépendance européenne au gaz naturel liquéfié, au gaz de schiste américain. Cette dépendance-là, elle n'est pas nouvelle, ça fait plus d'une décennie que les Européens importent du gaz de schiste américain, mais cette dépendance elle a augmenté au cours des dernières années, et elle est devenue particulièrement problématique avec le retour de Donald Trump au pouvoir, puisque Donald Trump a quand même menacé d'envahir un État membre de l'Union européenne, à savoir le Danemark, puisqu'il n'a pas, pendant un temps en tout cas, il a laissé planer le doute sur le fait que les États-Unis allaient peut-être envahir le Groenland, tuer des soldats danois sur le sol du Groenland, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. D'ailleurs, moi je dois dire que je suis content que la France ait tenu son rôle sur ce sujet précis,
Et je suis heureux que le président de la République ait donné l'ordre aux armées françaises de déployer des soldats sur place. Le contingent était assez faible, hein, c'était de l'ordre d'une quinzaine de personnes, mais ça permettait déjà d'envoyer un signal politique. Et je suppose, je suis plus dans l'armée, j'ai plus d'informations là-dessus, mais je suppose que ça a permis aux soldats déployés au Groenland de comprendre la réalité locale et aussi d'envisager comment est-ce que la France pourrait, si c'est nécessaire un jour, envoyer non pas 15 soldats, mais des centaines, voire quelques milliers, de manière à assurer le Groenland et le Danemark du soutien de la France, comme la France l'a déjà fait par exemple en Estonie avec l'opération Lynx qui a duré pendant plusieurs années. Ça, la France peut le faire, à la fois parce qu'il y a eu une volonté politique de le faire, et faut le saluer quand il y a ça. Hein. Je veux dire, si vous me suivez, vous savez que je critique beaucoup Emmanuel Macron sur l'Ukraine parce que clairement il n'est pas à la hauteur. Il faut aussi reconnaître que sur la question du Groenland, globalement, il a fait le job et que c'était une bonne idée, avec d'autres Européens, d'envoyer aussi des soldats français pour envoyer ce message politique très clair. Si on peut le faire aussi, c'est parce que nous, dans l'armée française, on a un corps qui est spécialisé pour ce type d'opération-là. C'est d'ailleurs la partie de l'armée française que je connais un peu mieux que d'autres, puisque la première fois que j'ai pu recevoir un entraînement dans l'armée française, c'était au 13e bataillon de chasseurs alpins. Et donc les chasseurs alpins, et plus généralement les troupes de montagne, et notamment la 27e BIM, c'est les unités de l'armée française qui sont faites pour le combat en montagne, bien évidemment, mais aussi plus généralement pour le combat dans les conditions météorologiques extrêmes, et notamment les conditions de grand froid. Je sais que c'est notamment des commandos montagne et des chasseurs alpins qui ont fait partie de ces soldats français déployés. Et donc on a à peu près 6 000 à 8 000 soldats français qui sont capables de réaliser leur mission, y compris des missions de combat, dans des conditions très extrêmes, comme ça peut être le cas au Groenland au mois de janvier 2026. Alors, maintenant qu'on a décidé de ne plus acheter de gaz russe, il faut aussi qu'on ait une stratégie de sortie progressive de notre dépendance au gaz naturel liquéfié américain. Et pour ça, les solutions, on les connaît, c'est les solutions écologiques. C'est d'abord la sobriété énergétique, qu'on soit capable de modifier nos comportements individuels et collectifs pour consommer moins d'énergie. C'est l'efficacité énergétique, par exemple la rénovation des bâtiments, à commencer par la rénovation des écoles, et les déploiements des énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables dans leur diversité, que ce soit le bois énergie du bocage normand, que ce soit l'énergie éolienne en mer, l'énergie éolienne terrestre, le solaire thermique, les pompes à chaleur, la géothermie, et j'en oublie tellement, il y en a plein de solutions, en tout cas il y a plein de leviers qui nous permettent de développer des énergies renouvelables pour consommer moins de gaz, en règle générale, et plus spécifiquement, commencer enfin à réduire notre consommation de gaz de schiste américain. Parce qu'en fait, l'objectif à terme, c'est de conquérir notre liberté. C'est de conquérir notre liberté énergétique en étant capable de produire en France et en Europe toute l'énergie dont on a besoin. Ça m'amène d'ailleurs à la question qui m'a été posée, et la question c'était de savoir quelles sont les alternatives aux éoliennes. Et ça c'est une question qui m'est régulièrement posée, puisqu'il y a depuis une décennie à peu près une campagne de désinformation contre les éoliennes qui les accuse de tous les maux. Alors prenons donc quelques minutes pour parler du rôle des éoliennes dans la transformation énergétique dont nous avons besoin. Le premier élément qu'il faut comprendre, c'est que les éoliennes sont indispensables. Il n'y a aucune transition énergétique possible sans déployer plus d'éoliennes en France, comme en Europe, comme dans le monde. Vous pouvez regarder, et en tant que chercheur, j'ai passé beaucoup de temps à regarder tous ces scénarios-là. Il n'y a aucun scénario dans lequel on réussit à faire sans les éoliennes. Je précise ça parce que, par exemple, sur le nucléaire, la question n'est pas la même. Il y a des scénarios où on peut faire sans nucléaire. C'est plus compliqué. Dans un pays comme la France, ça devient très compliqué, mais dans d'autres pays, ça peut tout à fait être fait. Si vous êtes en Norvège ou en Uruguay, par exemple, vous avez tellement d'hydroélectricité que le nucléaire est même pas forcément une bonne solution, puisque vous pouvez faire ça avec juste des énergies renouvelables. Pour la France, c'est possible de faire sans le nucléaire, c'est ce que RTE, donc le réseau de transport d'électricité de France, a mis comme scénario, mais c'est plus compliqué, c'est plus coûteux, et c'est aussi, on va pas se mentir, plus difficile politiquement. Donc, autant sur le nucléaire, on peut faire avec, on peut faire sans, à long terme, à court terme, c'est pas, voilà, mais à long terme, on peut faire sans ou avec. Pour les éoliennes, c'est clair qu'on en a besoin. Tous les travaux qui ont été faits par EDF, par RTE, par plein d'autres acteurs, du monde économique comme du monde scientifique, démontrent qu'on a besoin de plus d'éoliennes. Alors pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Parce qu'on a besoin de remplacer le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, la première source d'énergie consommée en France comme en Europe, c'est du pétrole. La deuxième source d'énergie consommée en France comme en Europe, c'est du pétrole. Donc dans l'énergie finale consommée, donc
l'énergie qu'on met dans nos machines, dans l'énergie finale consommée en France comme en Europe, les 2/3 de notre énergie, c'est du pétrole et du gaz. Et il faut remplacer ça par autre chose. Alors avec la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique, on va pouvoir baisser la demande d'énergie, mais à la fin, il faut quand même produire de l'énergie. Pour ça, il faut remplacer du pétrole et du gaz, soit par de la chaleur renouvelable, ça peut être le cas par exemple du bois énergie, du biogaz qui peut être produit dans certaines conditions, du solaire thermique aussi. Mais ce qui va vraiment faire la majorité de l'effort, c'est l'électricité. À la fois sur des questions de chaleur, donc par exemple, on peut produire de l'acier avec du charbon, mais on peut aussi produire de l'acier avec de l'électricité, on le fait déjà d'ailleurs en France. Aussi les pompes à chaleur sont hyper intéressantes là-dessus. Il y a des endroits où on va pouvoir arrêter de brûler du pétrole et du gaz pour se chauffer et mettre des pompes à chaleur à la place, soit seules, des pompes à chaleur seules, soit en complément d'autres systèmes, solaire thermique, bois énergie, géothermie aussi, c'est des solutions qui existent. Et donc du coup, puisqu'on va remplacer tout le pétrole et le gaz par un peu de chaleur renouvelable et beaucoup d'électricité, on a besoin de produire plus d'électricité. C'est pour ça que les éoliennes sont absolument indispensables. Après, la question, c'est combien et comment. Combien ? Eh ben, il y a quand même beaucoup d'options possibles. La question, c'est de savoir s'il faut installer beaucoup plus d'éoliennes, ou beaucoup plus d'éoliennes, ou beaucoup plus d'éoliennes. C'est ça la question. Et là-dessus, la question elle est ouverte et il faut qu'on la discute démocratiquement. Normalement, c'est censé faire l'objet de débats au Parlement. Mais bon, vous suivez un peu l'actualité politique française, c'est pas en ce moment qu'on a les débats les plus sereins sur ça. Donc la question c'est combien d'éoliennes on veut en plus. L'autre question aussi c'est où est-ce qu'on veut les mettre. Une éolienne en mer, c'est pas la même chose qu'une éolienne à terre. C'est pas les mêmes défis industriels, c'est pas le même niveau de production, c'est aussi souvent pas la même taille d'éolienne. Et là, clairement, on peut choisir d'en mettre plus en mer, plus à terre. Tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on discute. Et il y a de bonnes raisons d'en mettre en mer, il y a de bonnes raisons d'en mettre plus à terre. Et dans tous les cas, il faudra les deux. Il faudra plus d'éoliennes sur terre et plus d'éoliennes sur mer. Mais on peut choisir de mettre le curseur un peu plus sur le maritime pour le mettre un peu moins sur le terrestre ou vice-versa. De la même manière, on peut mettre le curseur plus ou moins haut sur l'éolien en fonction de ce qu'on décide sur d'autres éléments. Vous le savez, moi, comme mon parti Place Publique, on veut aussi construire de nouveaux réacteurs nucléaires qui sont importants. Si jamais vous voulez ne pas construire de nouveaux réacteurs nucléaires, là, il faut mettre le curseur sur les éoliennes beaucoup plus haut. De même, on peut installer, et c'est une très bonne idée d'installer des panneaux solaires. Là aussi, vous pouvez choisir de mettre le curseur un peu plus haut sur le solaire et un petit peu moins haut sur les éoliennes. Mais même si vous mettez le curseur très élevé sur l'électricité solaire, sur l'électricité photovoltaïque, vous avez quand même besoin d'éoliennes parce que le solaire il produit qu'à certains moments et l'éolien à d'autres moments, et donc du coup c'est beaucoup plus facile de gérer un réseau où vous avez et des éoliennes et des panneaux solaires qu'un réseau où vous auriez que des éoliennes ou que des panneaux solaires. La vraie question du coup c'est comment. D'abord, il y a un enjeu qu'il faut bien prendre en compte, c'est l'enjeu de la biodiversité. Un des impacts négatifs que les éoliennes peuvent avoir, c'est sur la biodiversité, notamment la biodiversité des oiseaux. Ça, c'est des études qui ont déjà été faites, il faut juste mettre cet impact en perspective. Aujourd'hui, les 2 premières causes de mortalité des oiseaux, c'est la destruction des habitats et c'est leur empoisonnement, notamment par les pesticides. C'est vraiment ça qui est à la base. Et donc du coup, tout ce qu'on essaye de faire sur la question agricole, sur la question forestière, sur la question des pesticides, c'est fondamental, bien évidemment, pour préserver la santé humaine, mais aussi pour protéger la biodiversité, y compris la biodiversité des oiseaux. La manière dont on limite l'impact des éoliennes sur la biodiversité, c'est déjà en menant des études. Enfin, on n'installe pas des éoliennes comme ça, sans avoir demandé la permission à personne. Il y a des études de protection de la biodiversité qui sont faites. On étudie, par exemple, enfin je dis on, c'est pas moi, c'est pas ma spécialité, mais on a des chercheurs qui étudient quel type d'oiseaux vivent à proximité de ces éoliennes, quels sont les couloirs de migration des oiseaux, que ce soit en mer ou sur terre, de manière à être capable d'évaluer le mieux possible l'impact des éoliennes sur les oiseaux. Ces études-là, parfois, elles amènent à dire non, en fait, on va pas mettre d'éoliennes là, ou on va en mettre moins, ou on va mettre pas du tout. Et il y a d'autres endroits où on voit en fait que l'impact il est très faible. Ce sont ces endroits-là où les éoliennes vont pouvoir être installées. Aujourd'hui, on a plutôt une bonne cartographie de ça en France, avec des avancées très largement insuffisantes qui ont été faites pour identifier ce qu'on appelle des zones d'accélération pour les énergies renouvelables, qui regardent les énergies renouvelables en règle générale, mais aussi spécifiquement les éoliennes. D'autres éléments aussi sont des éléments de recherche, de développement, d'innovation. On connaît au final assez mal l'état de notre biodiversité, et notamment au niveau des oiseaux. Donc il y a des études qui sont faites, certaines d'ailleurs sont financées par la police de l'environnement, l'Office français de la biodiversité, pour être capable de mieux comprendre les choses. Il y a aussi des innovations techniques qui sont testées, par exemple
Une d'entre elles qui a été testée récemment en Allemagne consistait à peindre une des 3 pales d'éoliennes en noir, de manière à voir si ça pouvait permettre aux oiseaux de mieux voir les éoliennes et du coup naturellement de les éviter. Dans certains cas, notamment quand il y a des grandes migrations d'oiseaux, en fait on est capable de les repérer et cela ça se fait déjà, d'avoir des éoliennes qui sont mises à l'arrêt pendant un temps lorsqu'on sait qu'il y a des grandes migrations d'oiseaux qui arrivent et qu'on arrive à repérer, ce qui du coup permet que les oiseaux passent sans aucun problème puisque à ce moment-là on peut arrêter l'éolienne et l'éolienne redémarre quand ce grand groupe d'oiseaux s'est déplacé. Cet impact sur la biodiversité des éoliennes, il faut être très clair, on n'atteindra jamais un impact zéro, mais c'est comme dans tout dans la vie. L'intégralité des activités humaines a un impact sur l'environnement. La question c'est quel type d'impact et qu'est-ce qu'on peut faire pour le réduire pour que ce soit le plus bas possible et que du coup ce soit un impact que la nature est tout à fait capable d'encaisser si je puis le dire. L'autre élément sur comment est-ce qu'on fait les éoliennes, c'est aussi de savoir en fait qui décide et qui gagne économiquement à l'installation des éoliennes. La France n'a pas du tout été un modèle là-dessus, on va pas se mentir. En France, c'est quand même beaucoup des grands groupes basés à Paris, avec des politiques basées à Paris qui décident des choses. C'est comme ça en France sur plein de sujets, c'est malheureusement aussi le cas sur des éoliennes. C'est pas du tout comme ça dans le pays qui a vu la naissance des éoliennes. C'est pas du tout comme ça au Danemark. Le Danemark, c'est vraiment le pays qui a fait le pari des éoliennes très tôt. Le Danemark, ils font le pari des éoliennes dès les années 70. Dans les années 70, on connaît le premier choc pétrolier. Et après le premier choc pétrolier, il y a beaucoup de pays qui essayent de trouver des solutions pour remplacer le pétrole par d'autres choses, notamment dans la production d'électricité, puisque dans les années 70, on brûlait beaucoup de pétrole pour produire de l'électricité. En France, il y a eu plein de choses qui ont été faites, et notamment le choix d'accélérer le déploiement des réacteurs nucléaires. C'est le choix qui a été fait en France, en Belgique, c'est le choix aussi qui a été fait en Allemagne dans les années 70, le choix qui, à l'époque, avait été fait aussi en Italie et en Autriche, avant qu'ils arrêtent le développement du nucléaire quelques années plus tard. Le Danemark, à l'époque, c'était à peu près le seul pays en Europe à ne pas choisir d'investir dans du nucléaire. Les Danois, ils ont fait ce choix-là, très bien. Et pour être capable de remplacer le pétrole par autre chose, c'est à ce moment-là qu'ils ont investi dans les éoliennes. Et à l'époque, dans les années 70, les éoliennes, c'est vraiment des trucs... produire de l'électricité à partir de l'énergie du vent, c'était de la science-fiction dans les années 70. Et ils ont beaucoup développé ça, beaucoup de recherche, d'innovation, de développement industriel. Et c'est pour ça notamment qu'un des leaders mondiaux de l'éolien, c'est l'entreprise danoise Vestas. Il y avait même un moment, quand j'étais chercheur, j'avais regardé les données, je pense que ça date des années 2010. Il y avait 25% des éoliennes du monde qui a été fabriqué au Danemark. Le Danemark, c'est un pays de 6 millions d'habitants. Enfin, le Danemark, c'est 2 fois la Normandie. C'est plus petit que l'Auvergne-Rhône-Alpes en termes de... pour prendre des comparaisons françaises. Donc c'est quand même un pays plutôt petit à l'échelle européenne et encore plus petit à l'échelle mondiale. Les Danois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, en fait, nous, on veut un développement démocratique des éoliennes. C'est des choses qui ont toujours été construites avec le soutien populaire au Danemark. Un des éléments que je trouve intéressant, c'est que pendant un moment au Danemark, au début en tout cas, les Danois avaient instauré une loi qui faisait que 20% du capital d'un projet éolien était réservé aux habitants qui vivaient dans un rayon de 5 km autour de l'éolienne. Et vous voyez déjà la philosophie. L'idée, c'était pas de dire on va installer des éoliennes, transformer le vent en électricité, transporter ça ailleurs, et puis voilà. C'est de dire non, les habitants, on va leur permettre facilement de devenir les petits propriétaires de ce bien collectif qu'est un parc éolien qui va permettre de produire de l'électricité. En France, c'est pas la voie principale qui a été choisie, mais il y a quand même des bonnes initiatives que je veux souligner. Une de ces bonnes initiatives, c'est à Andelys-les-Marais, en Charente-Maritime, où la commune a choisi proactivement de développer de l'éolien. Ils ont pu du coup faire ça avec une participation des collectivités locales et des citoyens. C'est aussi ce qu'essaye de faire le maire du Manoir. Le Manoir, c'est petite commune dans le nord-ouest du Calvados, entre Bayeux et Arromanches. Je suis allé rencontrer le maire du Manoir et on a échangé sur ce projet-là. Et ce projet-là, il est porté par 2 entreprises, dont une d'entre elles, Enercop, est en fait une coopérative citoyenne d'énergie renouvelable. Et du coup, ça permet aux gens, en fait, y compris aux gens qui vivent au Manoir, de pouvoir devenir les petits propriétaires du parc éolien qui, je l'espère, verra un jour le jour dans cette partie-là de la Normandie. Donc pour conclure, des éoliennes, il nous en faut plus sur terre, plus sur mer. Combien d'éoliennes on veut installer en plus? Là, pour le coup, on a le choix. La question, c'est vraiment quel est le curseur qu'on met sur les éoliennes vis-à-vis d'autres choix comme le nouveau nucléaire, comme le solaire, comme le niveau de baisse de consommation d'énergie qu'on veut avoir. Donc là, vraiment, il y a une grande liberté de choix, mais il faut être très clair.
on ne réussira pas à reconquérir la liberté énergétique française si jamais on n'investit pas plus dans les éoliennes. Comment est-ce qu'on veut le faire? On veut le faire clairement en protégeant l'environnement au maximum. Oui, on investit dans les éoliennes parce que c'est rentable économiquement. Oui, on investit dans les éoliennes parce que c'est un outil de souveraineté énergétique pour qu'on dépende de l'énergie française et non plus du gaz russe comme le veut Jean-Luc Mélenchon ou du gaz de schiste américain comme le veut Jordan Bardella. Enfin, c'est pas ça notre projet, très clairement. Nous, notre projet, c'est qu'on soit capable de produire en France et en Europe l'énergie dont on a besoin en France et en Europe, et les éoliennes, c'est un des éléments de la solution, de notre stratégie de reconquête de la souveraineté énergétique française. Oui, on fait ça aussi pour protéger l'environnement, parce que les éoliennes, c'est quelque chose qui nous permet de combattre le dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique, si on n'est pas capable de le limiter et de le maintenir sous contrôle, c'est une catastrophe pour nous, êtres humains, mais aussi pour tout le vivant. Juste pour vous donner un exemple, si le dérèglement climatique est très lent, et ben ça permet notamment aux végétaux de s'adapter de manière simple, y compris juste en se déplaçant. Si le dérèglement climatique est trop rapide, et ben en fait toutes les espèces animales et végétales qui se déplacent très lentement, comme par exemple un chêne, et ben ne peuvent pas s'adapter, ils vont juste en fait rester sur un terrain où ils vont mourir et disparaître. C'est vraiment indispensable pour la protection de la biodiversité qu'on soit capable de relever le défi du dérèglement climatique et d'arrêter le dérèglement climatique. C'est pour ça qu'on a besoin d'éoliennes aussi pour la protection de la biodiversité. Et puisque c'est ça qui nous anime, et bien justement on veut tout faire pour limiter au maximum l'impact négatif sur la biodiversité des éoliennes, mais il faut être très clair, tout choix énergétique a toujours un impact négatif sur l'environnement. La question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que cet impact-là soit aussi proche possible de zéro. C'est pour ça qu'on veut investir dans des centres de recherche indépendants, dans une police de l'environnement indépendante, l'Office français de la biodiversité, qu'on veut aussi qu'il y ait de l'innovation qui continue à se faire pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut encore plus limiter l'impact négatif des éoliennes sur l'environnement. Mais c'est aussi et surtout pour ça qu'on veut mener d'autres politiques publiques, parce qu'en fait, ce qui aujourd'hui détruit la biodiversité, c'est pas les éoliennes, c'est la destruction des habitats et c'est les pesticides. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut faire un effort majeur, parce que c'est comme ça qu'on défend les oiseaux, très clairement. La manière dont on veut le faire, c'est une manière qui soit démocratique et qui fait en sorte que ce ne soit pas simplement quelques grandes multinationales comme Total, Engie ou autres qui contrôlent des champs d'éoliennes, même si évidemment ils ont le droit d'investir. C'est qu'on ait un maximum de champs d'éoliennes, et notamment d'éoliens terrestres, qui puissent être possédés directement par les Françaises et les Français. Que les communes puissent investir elles-mêmes, que les citoyens puissent, par des coopératives énergétiques, devenir les petits propriétaires de nos champs d'éoliennes, pour que du coup, et nos communes et monsieur et madame tout le monde puissent bénéficier un petit peu du retour économique de cet investissement rentable qu'est l'investissement dans l'éolien. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo de mon journal de bord du mois de janvier 2026. Vous pouvez bien évidemment cliquer sur la petite cloche de manière à vous abonner et d'avoir les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et on se revoit en février.